Parlons de deux choses, de la soirée électorale proprement dite et des résultats ensuite, bien que ça soit tout à fait intriqué. Mais parlons de la forme et du fond. Alors sur la forme, la soirée électorale a été insipide, insupportable, lassante. On dirait que ces grands professionnels de la télévision font tout pour qu'on ne les regarde pas. Aucun véritablement débat de fond, c'est toujours de la cuisine politicarde, politicienne, insupportable. Une chose est frappante, c'est qu'on nous donne des résultats globaux, mais il n'y a pas de synthèse et on n'a aucune précision synthétique, précision synthétique de détails. Ça peut sembler contradictoire. Je m'explique. On ne nous donne pas le nombre de cantons qui sont remportés. Non pas par des factions, mais par tel ou tel parti, telle ou telle formation, le nombre de voix, surtout on ne sait pas quel est le taux d'abstention. J'ai passé une partie de la soirée, mais sans jamais entendre parler de l'abstention. On ne sait pas si c'est 40, 50, 60%, on ne sait pas. Donc ni le nombre de votants, de bulletins exprimés, alors ne parlons pas des bulletins blancs ou nuls qui ne sont pas décomptés, à croire que ceux qui se dérangent pour mettre un bulletin blanc n'existent pas, ce sont des non-citoyens, et on nous donne par ailleurs des résultats totalement émiettés, totalement fragmentés, avec des débats, chacun y va de son petit commentaire nullissime, répète la même chose, les mêmes grandes déclarations ronflantes de principe, enfin tout ça est d'une nullité consternante et affligeante. Sur le fond, il faut attendre ce matin pour découvrir que l'UMP arrive en tête avec 28% apparemment donc des voix, le Front National avec 25% et le PS avec 21%. Donc on a là une véritable photographie, une véritable image de ce qu'est l'électorat aujourd'hui. Or, constatons que le Front National, avec plus de 5 millions de votants au moins au premier tour, je vous donne des ordres de grandeur, n'entrons pas dans les détails techniques et lassants. Le Front National, seconde partie de France, ou premier parti de France, c'est selon, ne remporte pas un seul département. Cela fait penser, alors bien sûr il y a un certain nombre de cantons, mais ça on n'en connaît pas le nombre, on ne sait pas. Donc le Front National, au cours de cette soirée, est passé au deuxième ou au troisième plan, au quatrième plan. Il n'était plus là qu'en toile de fond. Restaient les ténors de l'union de la gauche et de la coalition de droite. Enfin, je ne savais pas qu'en France, il y avait des blocs, mais maintenant nous le savons. Et ce bloc, il faudrait dire ce bloc monolithique républicain, qui fait ses petites affaires entre soi, exclut le 25% des votants et donc plusieurs millions de citoyens qui sont des non-citoyens, qui sont totalement non représentés. Alors, je ne conclurai pas sur cette question en rappelant plutôt qu'avec 1,3% des votants, le Parti Vert a par exemple 15 députés à l'Assemblée nationale, alors que le Front National, avec ses 5 millions, n'en a qu'un seul. Quelle conclusion doit-on en tirer? Quelles leçons en tirer? Eh bien, à savoir que ce qu'on appelle la démocratie, qui n'est en fait que tripatouillage, charcutage de la carte électorale, magouille, compromis, arrangement, cuisine électorale et de basse cuisine permet d'exclure des fractions extrêmement importantes de la population et de l'opinion. C'est dire que hors de la proportionnelle intégrale, il ne peut pas y avoir de démocratie. Alors, bien sûr, on connaît
les arguties, les raisonnements tordus, de dire on ne peut pas dégager une majorité de gouvernement, mais là c'est pas une majorité de gouvernement, c'est on dégage des monopoles. Il est vrai, et là nos classes dirigeantes, gauche-droite confondues, devraient quand même se méfier, parce que le jour où le système va se renverser, ce système qui est si bien verrouillé va se retourner contre eux. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir un monopole nationalitaire, ce qui ne sera pas forcément une bonne chose, puisque en vérité, la démocratie suppose véritablement la pluralité des voix, des opinions et de la pensée et des politiques. Alors, M. Valls est dans les choux, il vient de se vacher, je préfère le mot vacher, la terre des vaches, il vient de se vacher dans les Alpes de Haute-Provence, il est éparpillé en 1000 morceaux, ceci dit, Mme Le Pen a appelé indirectement à sa démission, mais je pense que, en tout état de cause, la droite conservatrice, le bloc UMP, UDI, n'aura pas le courage de demander, voire d'exiger la démission de M. Valls, ci-devant Premier ministre, et que ce seront les socialistes eux-mêmes qui vont essayer de le pousser dehors. On sent qu'un vent de fronde se lève rue de Solferino. Madame Aubry monte sur la barricade en brandissant un drapeau tricolore et même un drapeau peut-être un peu rouge, frappé du croissant et de l'étoile. Mais toujours est-il que M. Valls ferait bien de tirer les leçons et les enseignements de ces élections, le président aussi de la République, et aujourd'hui le renvoyer à ses chères études. Cette équipe a fait la preuve, a administré la preuve de son incompétence la plus crasse. Mais je crois qu'ils ne sont pas capables de revenir. Ce ne sont pas, en fait, ils ne commettent pas des erreurs, puisque nous avons affaire à des idéocrates qui obéissent à un programme intellectuel. Aujourd'hui, après la théorie du genre à l'école, on va s'attaquer au pinard pour essayer de nous faire croire que le vin c'est aussi néfaste que la cigarette. Enfin, moi je me souviens que encore dans les années 50, tout le monde fumait et tout le monde ne mourrait pas du cancer. Tout d'un coup, la cigarette est devenue extraordinairement toxique. Comprenne qui pourra, alors il y a peut-être différents facteurs, mais qui ne sont certainement pas tous dus à la cigarette. Même si l'industrie cigarettière a mélangé de plus en plus de produits chimiques exogènes, la culture est devenue de plus en plus nocive. Mais ne restons pas sur cette question. Encore une fois, le vin est maintenant dans le collimateur de nos hygiénistes, caporalistes, étatistes, et il serait grand temps qu'on les évacue et qu'on revienne à de plus saines dispositions d'esprit en ce qui concerne la conduite des affaires et surtout le redressement économique de ce pays. On ne peut pas aujourd'hui balayer, évoquer l'actualité sans dire quelques mots de l'accident de l'Airbus A320, qui est un drame. Mais notons une fois de plus que la présentation officielle, la version officielle, comme on dit populairement, ne fait pas le tour. Il y a des contradictions. Alors, la version présentée par le procureur de la République, mais qui n'est pas en cause. Il n'y a jamais de meilleur désinformateur que le désinformé lui-même. Le procureur de la République n'est pas un spécialiste, ce n'est pas un technicien, un scientifique, un ingénieur, c'est un juriste. Or, d'après les meilleures sources, c'est-à-dire des sources tout à fait autorisées, d'anciens pilotes, mais d'anciens pilotes qui s'occupent de sécurité aérienne, les soi-disant enregistrements de la boîte noire dont on nous rabat les oreilles sont des impossibilités matérielles et physiques. Ainsi, l'Airbus A320 est connu pour être un appareil extraordinairement bruyant, on ne s'entend pas dans le cockpit. Alors comment aurait-on pu entendre la respiration du copilote, entendre le moment où il enclenche le verrouillage de la porte ou s'il presse le bouton pour la descente, une descente accélérée de l'appareil, une descente qui a duré malgré tout 8 minutes. Deuxième ou troisième impossibilité
matériel. Lorsque le cockpit est verrouillé, il y a un code d'accès. Si ce code d'accès ne fonctionne pas, il y a un code d'urgence et une sirène se met à retentir. Alors les imbéciles diront « Ah mais oui, mais s'il retentit à l'intérieur du cockpit, on ne peut pas l'entendre. » Mais si on entend la respiration, a fortiori on entend une sirène qui va retentir pendant plus de 30 secondes en faisant un raffut de tous les diables. Donc aujourd'hui, il commence à devenir légitime non seulement de se poser des questions, mais beaucoup de personnes se posent des questions sur la nature exacte de cet accident tragique, de cette catastrophe. Eu égard aussi à l'extraordinaire, alors bien sûr on fait remarquer qu'on ne voit pas d'impact, mais les photos sont distantes, elles ne sont pas précises, on ne voit pas la zone d'impact, mais l'extraordinaire dispersion des morceaux qui ne s'explique pas. La surface est telle que ça ne s'explique pas par le seul impact, ni non plus apparemment par une explosion qui serait intervenue en altitude. Alors que s'est-il réellement passé? On sait qu'un avion de chasse avait décollé, qu'il s'était porté sur la zone, qu'il était aux abords de l'avion, mais il ne pouvait rien faire. Et qu'aussi un hélicoptère de la gendarmerie était sur les lieux, mais curieusement, il n'était pas immédiatement sur les lieux de l'impact non plus. Alors, on ne peut que se poser des questions. Sans doute ne connaîtrons-nous pas la vérité, ou peut-être dans quelques années, et encore, ce n'est pas sûr. Alors, il faut remarquer que le 3 mars 2015, je regarde mon tableau, un Airbus A321 de la Lufthansa, le vol LH 1172, avait également rapidement perdu de l'altitude dans des circonstances analogues et avait dû effectuer un atterrissage d'urgence au prétexte qu'il y avait un malade à bord. Il avait atterri à Nantes. Mais là aussi, pourquoi les avions tout d'un coup perdent-ils de l'altitude? Alors il existe une explication, je vous la livre pour ce qu'elle vaut. Je ne sais pas si elle vaut grand-chose, mais on sait qu'aujourd'hui les États-Unis préparent une guerre contre la Russie et l'OTAN expérimente ces nouveaux superchasseurs et notamment nouvelles formes de la guerre électronique. Alors, des gens pas forcément mal intentionnés se sont posé la question de savoir s'il n'y aurait pas une relation de cause à effet entre l'expérimentation, les tests de ces armes électroniques et cet accident. Encore une fois, je vous livre l'hypothèse pour ce qu'elle vaut, peut-être pas grand-chose. Il ne s'agit pas de tomber dans le conspirationnisme aigu, mais quand on voit ce qu'on nous a ressassé concernant la fragilité psychologique du copilote Lubitz, ces lubies, ces dépressions, ces traitements lourds suivis de façon assidue dans tel ou tel hôpital, ces foucades, on a vraiment l'impression qu'on essaye de façonner l'opinion pour lui faire admettre que l'entière responsabilité d'un copilote, ce qui d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne méthode, parce que il va y avoir une défiance de la part du public à l'égard des compagnies aériennes et des gens qui tiennent avec le manche à balai, qui tiennent entre leurs mains, il n'y a plus de manche à balai aujourd'hui, la vie des passagers. C'est une explication, Lubitz, c'est une explication facile, mais je pense que nous devons avoir des exigences intellectuelles qui vont au-delà du prêt à penser, du prêt à accuser, du prêt à conclure qu'on nous impose, donc du prédigéré qu'on nous impose non seulement dans les McDonald's, mais surtout dans nos postes de télévision. Peut-être un mot, malgré tout, sur l'hypothèse Lubitz, qui n'est pas une hypothèse vaine. Après tout, un coup de folie est toujours possible chez un homme dépressif. Notons quand même que quelques semaines auparavant, si au cours du mois de janvier, un film argentin était sorti sur les écrans de façon assez discrète, bien qu'il ait reçu un certain nombre de récompenses, et qui décrivait l'histoire
d'un homme qui se débrouillait pour faire monter dans l'avion un certain nombre de ses ennemis ou des gens qu'il haïssait. Il leur payait des billets d'avion, il les faisait inviter à telle ou telle conférence, et puis cet homme qui était steward de l'avion s'enferme dans le cockpit et précipite l'avion au sol, se suicidant et suicidant par la même occasion tous les gens qu'il détestait. Alors, coïncidence peut-être, peut-être pas. On sait que le cinéma a souvent d'étranges prémonitions. Ce film aussi a peut-être été une source d'inspiration pour le copilote, si c'est bien lui qui se trouverait responsable, puisque nous examinons ensemble d'autres hypothèses qui n'ont pas moins d'intérêt ni de valeur, eu égard aux contradictions présentées par la version officielle de cette tragédie. Notons aussi que, toujours dans l'hypothèse du copilote, de sa responsabilité, cet homme dépressif était donc sous couverture médicamenteuse. Or, nous avons des informations très précises, tout à fait documentées sur la consommation de neuroleptiques, notamment de Prozac, mais pas seulement de Prozac, par tous ceux qui, aux États-Unis, ont conduit ces dernières années des tueries, aussi bien dans des écoles, aussi bien d'ailleurs des gamins, des lycéens, des enfants d'âge scolaire qui se sont armés et ont tué leurs petits camarades, ou de ceux qui, s'échappant dans la rue, tirent, sont des comportements qui sont multipliés, et tous, sans exception, étaient des gens qui consommaient à haute dose des neuroleptiques. Donc là aussi, il faut mettre en cause beaucoup de choses. La société, les licenciements abusifs, la vente libre des armes à feu, mais il faudrait aussi peut-être mettre en cause les grandes industries pharmaceutiques et la dangerosité des produits qui sont mis en circulation. À propos des armes à feu, on a l'impression que ce sont les armes qui tuent elles-mêmes et de façon autonome des innocents. Citons un pays très proche de nous, la Suisse, où les armes sont en vente libre. On vend totalement libre. Maintenant, il faut présenter peut-être une pièce d'identité. Encore, ce n'est même pas sûr dans tous les cas. Je ne crois pas qu'en Suisse, il y ait plus de tueries collectives ou d'assassinats qu'il n'y en a en France, alors que les kalachnikovs sont en vente libre dans les banlieues, mais que la population normale, les citoyens de base, eux, n'ont pas le droit à l'autodéfense. Alors, les Français n'ont pas le droit à l'autodéfense, encore moins à la légitime défense. Pensons à ce patron d'un débit de boisson qui a dû pratiquer non pas une justice expéditive, mais la protection de ses biens et surtout de sa personne et de la personne de ses clients, et qui aujourd'hui se trouve traduit devant nos tribunaux. Nous trouvons aujourd'hui, au lendemain de nos élections dites départementales, dans une conjoncture internationale qui est importante et cruciale. Je pense en priorité aux négociations de Lausanne qui doivent aboutir demain, mardi 1er avril, en espérant que nous n'ayons pas une mauvaise surprise. Pourtant, le 1er avril, en général, c'est plutôt la journée des bonnes blagues, mais là, elle pourrait être extrêmement mauvaise. D'autant que l'enjeu n'est pas mince, c'est un retour à un certain équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Je dis bien l'Est et l'Ouest, je comprends l'Iran dans le grand bloc eurasiatique, l'Iran qui est pays observateur dans l'organisation de coopération de Shanghai. Simplement, ça serait un immense échec, à la fois pour M. Obama et pour le président Rouhani, dont la politique est très contestée en Iran, et le retour à une politique plus raide, une politique plus intransigeante de la part des Iraniens, qui comprendraient mal que l'Occident, qui depuis des années semble accepter un nucléaire civil, bien sûr ne veut pas
un nucléaire militaire, mais que cet Occident rejette une fois de plus la main tendue et la bonne volonté iranienne, parce qu'elles sont réelles, même si les Iraniens sont des négociateurs extraordinairement difficiles, retors, durs. C'est fait à leur culture et au fait que le schisme est une religion qui a été longtemps persécutée, qui était une religion souterraine et qui a développé une casuistique jésuitique assez poussée. Toujours est-il que l'Agence internationale à l'énergie atomique peut visiter quand elle le veut, comme elle le veut, sans prévenir les installations nucléaires iraniennes. On sait qu'il y a beaucoup de centrifugeuses donc, pour enrichir cet uranium, mais une multitude de solutions ont déjà été trouvées. Le retraitement des combustibles nucléaires à l'étranger, en Russie notamment. Donc, toutes les conditions sont réunies pour obtenir un véritable accord, un accord qui satisfasse toutes les parties, sauf une. Monsieur Netanyahou et le Likoud, qui est en passe de revenir au pouvoir. Le gouvernement se constitue aujourd'hui en Israël, le nouveau gouvernement, et Monsieur Fabius, qui est le porte-parole de ses mentors, je dis ses mentors, je n'ai pas dit ses commanditaires, de ses mentors israéliens, ou israélo-américains, mais plutôt israéliens tout court. Monsieur Fabius, qui est un as pour faire capoter les négociations, on l'a déjà vu à Genève avec certaines négociations, Genève 1, Genève 2, entre l'opposition et le régime de Damas. Aujourd'hui, M. Fabius exige, à voix douce évidemment, un accord robuste. On ne sait pas très bien ce que signifie un accord robuste, si ce n'est une reddition sans condition des Iraniens, et je pense que cette reddition, ils n'obtiendront pas. Donc j'étais optimiste jusqu'à aujourd'hui, j'espère que mes craintes ne seront pas justifiées. M. Obama veut cet accord avec l'Iran, et là où il y a une volonté, il y a une voie. Maintenant, les forces d'opposition sont considérables et ne s'expriment pas toujours de façon très explicite, ne sont pas ouvertement visibles, si je puis dire, pour faire ce pléonasme. Outre le dossier iranien, mais les deux dossiers sont liés, on ne peut pas ne pas évoquer l'offensive actuellement conduite par l'Arabie Saoudite et 9 autres pays, parmi lesquels le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, et que sais-je encore, contre les rebelles houthis au Yémen. Les choses ne se passent pas bien, on bombarde à outrance, mais on dit que les rebelles houthis sont soutenus par l'Iran, ils sont moins soutenus diplomatiquement, ça c'est certain, et matériellement ça me paraît plus difficile parce que les voies d'accès au Yémen ne sont pas aisées, et sachant d'ailleurs que le Yémen est un des pays les plus armés au monde et que les 10 rebelles houthis chiites de leur État ont pillé les arsenaux gouvernementaux, largement approvisionnés d'ailleurs par les Américains, comme d'habitude, puisque on sait il suffit de regarder les photos, les armes aux mains la plupart des armes, ou beaucoup d'armes aux mains de Daesh, de l'État islamique, sont des armes d'origine américaine, des armes américaines tout court. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser, et j'en terminerai là, que cette offensive a été lancée au moment même où nous nous trouvions dans la phase finale de négociation à Lausanne. Est-ce pour faire pencher la balance du mauvais côté? En tout cas, c'est un élément perturbateur puisque Téhéran ne peut pas rester indifférent à cette offensive qui menace une minorité extrêmement importante, une minorité qui était en passe de prendre le contrôle de l'État yéménite, et peut-être à juste titre, puisque l'État yéménite, en dehors des rebelles houthis qui sont de toute évidence une garantie, peut-être pas de stabilité, mais de retour à une certaine normale, voit s'affronter à la fois Al-Qaïda, traditionnellement au Yémen, mais également maintenant aujourd'hui l'État islamique, Daesh, qui sont alliés indirects, lointains, mais qui relaient dans bien des cas la politique conçue à la fois à Tel Aviv et à Washington.
Donc interrogeons-nous sur cette nouvelle déstabilisation, cette nouvelle guerre et la relation que cela peut avoir avec ces négociations de Lausanne et la volonté de certains d'y mettre un terme.